Vélib, Clio, Mano Mano, Vivendi, Cheers, Vinci ou encore Vestiaire Collective, c'est eux. Ils sont les inventeurs des marques qui font notre quotidien. Trouver un nom pour une entreprise, une application, une voiture, un restaurant, une campagne publicitaire ou encore pour un parti politique, c'est tout un art. Les mots renvoient à un imaginaire. Faire le bon ou le mauvais choix peut avoir des conséquences importantes. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une experte du naming, la jeune directrice générale de l'agence Nomen, une ancienne voisine et amie, Nina Deray. Comment ça va, Nina ? Très bien et très heureuse d'être ici, si bien entourée. Sois la bienvenue sur Ethos Podcast. Je suis très heureux de te recevoir, car ton métier et le mien ont quelque chose, sont quelque part des cousins. Est-ce que, pour te présenter à nos invités, comme tous les invités de ce podcast, ce que je te propose, c'est de raconter ton histoire comme si, sans dire je, c'est-à-dire à la troisième personne du singulier, pour raconter l'histoire de la jeune Nina qui a bien grandi. Avec plaisir. D'abord, je vais te remercier d'être ici parce que je suis très heureuse de pouvoir partager des personnes qui ne connaissent pas forcément mon métier. Et d'ailleurs, je vais aller un petit peu plus loin parce que je vais commencer par « Il était une fois ». Ok. J'ai toujours adoré les contes de fées, j'ai toujours adoré les mots et c'est aussi ce qui m'a guidée vers ce métier. Donc, il était une fois une jeune fille, jeune femme, assez timide, qui pensait même être trop timide pour devenir prof de lettres. J'aimais beaucoup les mots, mais je me disais, m'exprimer devant un tel public, ce serait impossible pour moi. Et puis, par le hasard d'un stage, je suis un petit peu comme Obélix est tombé dans la marmite de Panoramix. Je suis tombée dans le monde du naming, donc un métier que je ne connaissais pas du tout, chez Nomen. Donc, Nomen, c'est, tu l'as dit, et merci pour cette belle présentation, une agence qui existe depuis plus de 40 ans. Le premier nom de cette agence était Clio, qui était spécialisée, et qui l'est toujours, spécialisée dans la création de noms de marques. Excellent. Belle présentation. Nina, qu'est-ce qui t'a attiré vers ces marques ? Tu nous disais que tu étais intéressée et passionnée par les mots et donc potentiellement tu voulais devenir prof de lettres. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu sois directrice de l'agence de naming Nomen ? C'est vrai que, en fait, moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est au-delà de mon goût pour les mots qui est, je pense, au cœur de ce métier, mais j'aurais pu travailler dans une agence de branding, j'aurais pu plus généraliste, j'aurais pu travailler dans une société spécialisée dans l'édition, plein de métiers qui permettent de jouer sur ce goût pour les mots. Moi, ce que j'adore dans ce métier-là, c'est qu'on intervient toujours à un moment charnière de la vie d'une entreprise, que ce soit le début, que ce soit un moment où les entrepreneurs se demandent si c'est si c'est la bonne période pour repenser, redéfinir son entreprise. Donc c'est vraiment ce nœud de l'histoire de l'entreprise qui me tient particulièrement à cœur. Ouais, à la création, dans une période de pivot, dans une période de fusion. On a vu aussi des partis politiques, suite à certaines casseroles judiciaires, changer de nom pour relancer un petit peu l'histoire. Qu'est-ce que c'est qu'une agence de naming ? En fait, quelles sont vos expertises ? Qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien ? Alors, une agence de naming, c'est avant tout une équipe d'experts qui sont sur des métiers très différents les uns des autres. On a un pôle strat qui vient redéfinir l'histoire de l'entreprise. On a des créatifs spécialisés dans ce métier très particulier et unique qu'est la création de noms. On a des linguistes on a plus de 1000 linguistes présents dans 120 pays pour vérifier qu'un nom
est acceptable dans un certain nombre de pays. En Inde, par exemple, vérifier que le nom fonctionne dans plus de 10 langues, c'est quelque chose voilà, que réalise Nomen. Et c'est aussi un cabinet en propriété industrielle spécialisé aussi dans la disponibilité des marques et leur défense. Ça, c'est super intéressant. Il y a, comme tu le sais, sur ce podcast-là, et je vous salue tous d'ailleurs, il y a une grande communauté de juristes, d'anciens copains, d'étudiants en droit. Et le sujet de la propriété intellectuelle et de la disponibilité juridique des marques, c'est super intéressant. Quand tu m'avais invité à un événement justement sur les étoiles, etc., sur tout l'univers de l'astrologie et des étoiles pour nourrir l'historique des marques, il y a un jeune homme qui fait partie de ton équipe qui dirigeait la partie un peu propriété intellectuelle chez Nomen. À quel point, alors, quelle est votre expertise là-dessus? Est-ce que c'est pas une discipline qui est réservée aux avocats? Comment est-ce que vous gérez ça et à quel point c'est stratégique en fait? Tu le dis, donc ce jeune homme, c'est Pierre Favilli, qui est directeur de Légimarque, qui est, voilà, je le salue par cette occasion. Et son métier, c'est de vérifier la disponibilité des marques, mais pas seulement. Lui, il est CPI, donc conseil en propriété industrielle. C'est pas des avocats. C'est vraiment c'est vraiment une profession à part qui voilà, est spécialisée dans l'appréhension du risque lié aux marques et qui gère derrière leur défense, leur valorisation. Parce que si on utilise la marque d'un concurrent ou d'une entreprise déjà existante, on peut être attaqué. Moi, j'avais eu dans les premières semaines d'Ethos un accrochage avec un cabinet et j'en ai pas dormi pendant quelques jours. Franchement, c'est pas marrant du tout. Donc, faisons bien attention à cela. Et c'est vrai, tu le dis, on parle aux juristes, mais aussi aux entrepreneurs qui ont pas toujours aussi les moyens d'aller faire appel à un cabinet en pays. Je veux aussi leur dire qu'il y a beaucoup de bases en ligne gratuites qui peuvent permettre de vérifier des premières idées de nom. Je pense à TMView, par exemple. Voilà, qui est, à quoi, pardon? TMView, qui est une base en ligne accessible pour vérifier un nom à l'international. D'accord, ok. Si on revient un tout petit peu en arrière sur la marque, un jour j'ai lu un livre que tu dois connaître qui s'appelle Sapiens de Yuval Noah Harari qui dit que l'entreprise finalement c'est quelque chose de parfaitement immatériel. Ça n'existe pas, ce n'est qu'une histoire qu'on raconte et auquel les gens acceptent d'adhérer. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée et si tu l'es, à quel point cette histoire et ce storytelling est vraiment important, Nina? C'est vrai que bien raconter, c'est souvent animer un collectif. Et nous, on le voit au quotidien quand on raconte les changements de nom, parce qu'un bon changement de nom, c'est aussi un changement de nom bien raconté. Et les entreprises sont souvent tentées de dire, voilà, on change de nom, mais rien ne change. À part le nom, l'équipe reste la même, la vision reste la même. On reste dans une sorte d'immobilisme. Pourquoi changer alors? Exactement. Donc nous, ce qu'on encourage, c'est de raconter une trajectoire. Pourquoi on change, problème juridique, problème linguistique, que sais-je, et surtout, vers quel avenir on a envie d'emmener les équipes. J'imagine qu'il y a une réflexion sur la culture d'entreprise, sur la stratégie de l'entreprise, peut-être parfois un pivot, peut-être parfois un mariage. Il se passe quelque chose et donc on change le nom pour redonner une impulsion. Exactement. Je pense par exemple à la création du nom Safran, qui était vraiment la réunion de Snecma et de Sagem, et qui, à travers ce nom très aspirationnel, à travers ce nom qui, pour la petite histoire, provient de... le safran, c'est une pièce du gouvernail d'un bateau, donc sur lequel était le fondateur au moment de la création du nom Safran. Donc
C'est une histoire qu'on aime beaucoup à l'agence. C'est vous, Safran? Safran, c'est nous, oui. Bravo. C'est très beau, je l'agence. trouve. Et au-delà d'ailleurs de cette pièce du gouvernail, Safran, c'est aussi cette épice présente partout dans le monde. Donc, on pouvait déployer un storytelling inspirant pour les équipes. Tout en d'ailleurs conservant la première lettre des deux sociétés pour exprimer également cette idée de continuité et se rappeler à nos racines. Top. C'est quoi les règles d'un bon storytelling, Nina, toi qui en es une experte? À quoi il faut faire attention? Quels sont les éléments d'une histoire qui marquent les rebondissements et qui accrochent l'intérêt et l'écoute des gens? C'est vrai que je dirais qu'il y a 3 règles principales. La première règle, c'est de penser à qui on s'adresse, comme dans la vie. On adapte son langage, son discours, les points saillants de son histoire à son auditoire. Je me tournerai davantage vers un produit, vers une marque qui sait mieux me parler, à moi. Donc faire un bon persona. Ouais. Se dire, avant de prendre la parole, avant de faire une campagne publicitaire, un nouveau nom, se dire à qui je m'adresse, quel est le niveau de connaissance qu'ils ont de mon domaine, du message que je veux porter, et peut-être qu'est-ce qu'ils veulent entendre, quelle émotion je veux créer. Oui, c'est ça? Exactement. Se mettre à la place de l'autre, finalement. Se mettre à la place de l'autre, il y a quelque chose de véritablement empathique, finalement, dans la création d'un bon storytelling. C'est aussi un bon storytelling, pour moi, c'est un storytelling qui s'appuie sur des preuves concrètes, tangibles. Voilà, pas aller chercher quelque chose de trop éloigné par rapport à qui on est vraiment, être au plus juste, s'appuyer sur des preuves tangibles. Ça, c'est vraiment au cœur. Donc nous, par exemple, ce qu'on aime beaucoup faire chez Nomen, au-delà d'aller interroger les dirigeants, ce qui est très important, c'est de passer beaucoup de temps avec les équipes qui sont sur le terrain. D'accord. Pour créer une marque qui leur ressemble, un storytelling qui leur ressemble. Et puis, la troisième règle que je vois aussi, c'est... je te conseille de tirer un peu ton micro vers toi si tu veux te mettre derrière. Merci. On t'écoute, Nina. C'est finalement de créer dire pourquoi existe cette marque. Donc, qu'est-ce qu'elle va apporter à la société, au monde. Donc, partir de l'autre, se demander ce qu'il veut entendre. 2, rechercher de la sincérité dans son propos et dans la marque qu'on crée, au plus proche des équipes, de la culture et de notre histoire. Et 3, un peu l'engagement, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos missions finalement, pour être au plus proche de cet objectif. Exactement. C'est ça? Tu vois, vraiment, quand je te disais qu'on était cousins, c'était pas juste pour le marketing, c'est exactement les mêmes règles qu'il faut se poser, enfin les mêmes questions qu'il faut se poser quand on s'apprête à prendre la parole en public. Je te remercie pour ces 3 points hyper importants. Alors, il y a tout un univers autour du naming. Il y a plein de matières qui s'entrecroisent et je pense que c'est ça ce qui fait vraiment le caractère passionnant de cette discipline. Il y a de la linguistique, il y a de la sémantique, il y a de l'histoire. Tu disais que vous étiez un cabinet international, donc des cultures étrangères. La littérature, je pense que la pop culture doit aussi s'inviter de plus en plus. Où est-ce que vous puisez votre inspiration, ton équipe et toi ? Partout, tu le dis, en ouvrant un roman, en écoutant de la musique, en visitant une expo. C'est vraiment à chaque instant. Et chacun arrive, on en a parlé, mais avec son propre bagage au sein de l'équipe. Et moi, ce que j'aime dire à chaque personne, c'est finalement de dépasser leur bagage. Parce que, à mon sens, la curiosité est au cœur de notre métier. C'est chouette ça. Ça veut dire que tous les jours, en fait, une partie de votre job, c'est de lire tous les nouveaux romans, c'est d'écouter tous les nouveaux albums, c'est d'être curieux des films, c'est de faire plein de choses pour nourrir son imaginaire et sa capacité du coup à créer des marques. Et tu le dis, des nouveaux, mais parfois des anciens. T'as raison. Et c'est finalement ce qui nous anime beaucoup. Tu vois, le latin, tu as cité Vivendi, c'est
c'est pour nous une langue à peine morte qui, en tout cas, nous inspire et qu'on aime à faire revivre au quotidien. Hmm. Ils viennent d'où, en fait, les gens de ton équipe? Déjà, combien sont-ils? Et finalement, quels sont leurs... ils ont fait quoi comme études? C'est quoi leur parcours? C'est une bonne question. Alors nous, on est une vingtaine de personnes chez Neumann. Donc, on a des juristes qui ont une formation très juridique. On a des créatifs naming, alors là, qui ont des profils très différents. On a aussi bien des personnes qui sont passées par des masters de lettres que des profils qui sont beaucoup plus proches du marketing et de la communication. On a des linguistes, donc des professionnels du langage qui sont voilà, au quotidien également avec nous, notamment pour nous aider à appréhender les marques inventées. Ok. Je trouve qu'il y a aussi un bon message dans ton exemple qui est qu'on peut être un cabinet de 20 personnes. On peut avoir des antennes à l'international, même si ce n'est que une ou deux personnes. Et on n'est pas obligé d'être un énorme bateau pour créer les marques comme Vivendi, etc., qui font notre quotidien. Donc, on peut être, en étant très agile et très jeune et très en petit comité, entre guillemets, on peut avoir des projets super ambitieux et je trouve que vous en êtes un bel exemple. Bah, c'est vrai, on est un peu des artisans, nous. Alors, on est peu sur notre métier, mais on a ce savoir-faire qui est extrêmement rare et qui nous permet d'accompagner de grands projets. Comment tu le décrirais, ce savoir-faire? C'est quoi la méthode? Tu parles d'artisanat, de savoir-faire. C'est quoi cet artisanat, cette magie là, que vous avez? Bah, c'est, je pense, quand même de l'expérience. C'est un petit peu le fondateur de l'agence, Marcel Botton, aimait beaucoup prendre l'exemple de la chirurgie du poignet. Plus on en fait, mieux on est. Donc la création de noms, c'est un petit peu pareil. Plus on crée de marques et plus on arrive à dessiner, à imaginer des marques capables d'émerger rapidement sur un marché donné. C'est quoi les grands enjeux, tu penses, aujourd'hui, dans la création d'une marque? À quoi il faut faire attention? Alors, on en a parlé, hein, à la disponibilité juridique, c'est vraiment essentiel parce que elle permet déjà de créer avoir une marque disponible juridiquement, ça nous permet de créer des marques pérennes. Donc ça, je dirais que c'est essentiel. Après, on a le sujet de l'international. Créer une marque qui puisse vivre sur les marchés dans lesquels je suis aujourd'hui, mais dans lesquels je serai demain. Donc ça, il y a cette notion d'anticipation à avoir en tête dès le début. En parlant d'anticipation, il y a également cette capacité demain à avoir un nom qui puisse englober différents métiers. Donc c'est pour ça aussi qu'on propose à nos clients d'éviter les marques trop descriptives qui pourraient s'avérer limitantes à moyen terme. Je pense par exemple à Brocante Lab, qui est devenu Celency. Et aujourd'hui, Celency, plus qu'un site de sélection d'objets de brocante, c'est un site de décoration plus généraliste. Il y a aussi des objets d'artisanat, c'est aussi un magazine inspirant pour beaucoup d'internautes et beaucoup de ses clients. Donc voilà, c'est aussi un sujet très important à avoir en tête. Moi, j'ai envie de rebondir dans un premier temps, sur les défis de l'international. Et dans un deuxième temps, j'ai besoin de comprendre c'est quoi les différents types de marques. Là, tu parles de marques descriptives. J'imagine qu'il y a des marques verbales, figuratives. Je suis pas trop expert. J'ai fait un tout petit peu de propriété intellectuelle à la fac. Mais je pense qu'un petit rafraîchissement là-dessus nous fera beaucoup de bien. Alors, quand on dépose une marque, je vais commencer par peut-être la première question sur les sujets de propriété industrielle. Donc, on peut réaliser différents dépôts. Un dépôt en marque verbale. Donc là, on protège véritablement les lettres, le mot
qu'on va inventer, le nom de la marque. Et on a des marques figuratives ou semi-figuratives qui permettent de protéger non seulement la partie verbale, mais surtout, et en fonction, voilà, il y a un curseur à placer, l'aspect visuel. Donc le logotype, le symbole, s'il est original, peut être intéressant de déposer également une marque semi-figurative, voire figurative. Ok. Et sur l'international, du coup, à quoi il faut faire gaffe? Parce que j'imagine une société qui se dit bah, moi, j'attaque le marché français et puis en fait, ça fonctionne bien et j'ai envie de m'exporter et même potentiellement changer de continent. Et ce que je raconte, enfin, la marque que j'ai ne matche pas forcément avec les cultures dans lesquelles je vais m'intégrer. Toi, tu fais attention à quoi avec tes équipes quand tu aides des dirigeants à s'exporter à l'international? Je fais déjà attention à la partie, pardon, je le répète, mais juridique, parce que c'est pas parce on a créé une marque qui est disponible en France et qu'on peut utiliser que demain, si on s'exporte aux États-Unis, on ne rencontrera pas de problème. Je pense à une marque d'ailleurs qu'on n'a pas accompagnée, mais qui a dû changer de nom pour un sujet similaire. C'est Malte, la célèbre plateforme de marketplace pour trouver des freelances, qui s'appelait auparavant Upwork et qui a dû changer de nom parce qu'il y avait un Upwork qui existait et qui faisait exactement la même chose dans d'autres pays. Ok, effectivement. Donc on a vraiment voilà, ce sujet juridique. On a le sujet linguistique. Donc on en a un petit peu parlé, éviter qu'une marque ait des significations problématiques ou juste que ce soit peu compréhensible. Oui, il y a certaines syllabes, certaines choses qui ne se prononcent pas dans certaines langues, j'imagine. Oui, il peut y avoir des difficultés de prononciation. Il faut faire aussi attention à l'aspect culturel. Un nom qui est facile à prononcer et dont les évocations sont positives peut néanmoins renvoyer à un parti politique, à une autre marque dans un autre secteur très célèbre dans un pays donné. Et donc cet aspect, voilà, je ne peux pas forcément partager mes exemples qui sont assez confidentiels parce que c'est aussi un sujet important, à la confidentialité des projets pour nos clients. Mais nous, c'est des choses qu'on vérifie au quotidien. Voilà, quand on a une marque qui renvoie à un parti d'extrême droite dans un pays, ça peut être gênant. Ouais. Et comment vous faites, enfin, si tu peux le dire, mais comment est-ce qu'on peut vérifier ce genre de choses? C'est un travail de fourmi, c'est super dur parce qu'il y a plus de 190 pays dans le monde. Est-ce qu'au moment de se lancer, dès le début, il faut penser à ça ou ça vient dans un deuxième temps et potentiellement on pourra transformer un peu la marque? Ou toi, tu le déconseilles? Non, ça peut venir dans un deuxième temps, hein, parce qu'au début, on n'a pas forcément les moyens nécessaires de faire appel à un réseau de correspondants linguistes comme nous en avons. Voilà, nous, au quotidien, on a notre réseau qui s'appelle Intercheck, de plus de 1000 linguistes présents dans 120 pays qui nous permettent de vérifier les noms qu'on propose, de vérifier les évocations, la prononciation, les sonorités et l'appréciation globale. Donc, on fait vraiment appel à des spécialistes. Ok. Bon, j'espère juste que ethos ne signifie pas n'évoque pas un parti d'extrême droite en Chine le jour où on ira faire du coaching de dirigeants par là-bas. Je vous le souhaite. Bon, de toute façon, on viendra te voir à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette notion de création de marque, c'est l'histoire des fondateurs et l'influence que peut avoir leur histoire de vie, les valeurs, les convictions qu'ils ont. Comment est-ce que vous faites cette espèce d'audit, cette phase un peu d'introspection avec eux? À quel point c'est important de partir des fondateurs pour créer une marque? Ça peut être au cœur du nom, puisqu'on a beaucoup de marques patronymiques qui existent, notamment dans le monde du luxe. On pense à Dior, à Saint-Laurent, c'est vraiment au monde de l'édition également. C'est un secteur Gallimard. Qui sont à Gallimard, qui sont associés à une personnalité.
ce qui est un avantage, mais qui peut aussi être une faiblesse. Donc, c'est important aussi de toujours penser à renvoyer l'énergie du dirigeant vers la marque pour qu'elle devienne solide et puis qu'elle puisse demain peut-être dépasser l'aura d'un dirigeant. Ouais, ça c'est hyper intéressant de se dire que effectivement la marque personnelle du dirigeant est importante peut-être dans le lancement au départ et dans l'accompagnement de la Mhm. marque, mais si un jour c'est pas lui qui gère tous les projets, il va Mhm. falloir que les gens aient aussi confiance dans une marque et pas juste en Nina De Rey ou Samuel Barbier, Mhm. mais en Nomen et l'équipe de Nomen Un et l'équipe collectif. d'Ethos, le collectif, ouais. Mhm. Ça, c'est hyper important. Les avocats aussi, ils aiment bien dire bidule et associé. Et puis après, en fait, le bidule, il fait de la politique, il gère plus trop les affaires Oui. du cabinet. Et les clients se disent, en fait, bidule, il est plus là. Donc, Mhm. Mhm. la marque n'est plus aussi euh, puissante et rassurante. Et puis c'est vrai que si Bidule, je reprends ton Ouais, non mais se lance en politique et qu'il lui arrive une casserole, le problème aussi c'est que ça risque de rejaillir sur la marque et sur le collectif qui n'a rien à voir avec tout ce à qui fait. arrive à cette personne. Je pense à Stéphane Plaza. Bon bah aujourd'hui, les agents Stéphane Plaza doivent bien souffrir Ils ont de rien demandé, les l'image de pauvres. son fondateur. Ils sont bien tranquillement, ils payent une franchise, ils ont rien demandé et bam, ils vont se faire boycotter. Pas sympa. Moi, j'ai envie de t'emmener sur un sujet aussi des couleurs, tu sais, de l'univers visuel. Mhm. Comment est-ce que vous faites pour... est-ce que déjà, il y a un lien entre les mots et les couleurs? Mhm. Et comment est-ce que vous arrivez à partir aussi peut-être d'une DA, de quelque chose qui a été travaillé très fortement par des dirigeants et qui ensuite vous disent, OK, on veut un nom. Est-ce que ça a un Mhm. impact? Alors ça a un impact pour nous, oui. Ce qu'on aime faire, c'est pour s'assurer d'une certaine harmonie entre les mots et les images, c'est d'adopter un socle de marque qui soit solide, de revenir aux fondamentaux, ce qu'on appelle dans notre jargon la plateforme de marque. Donc là, on pose la vision, donc comment ma marque doit demain s'exprimer sur son marché, son rôle, son ambition, sa personnalité, etc. Ce socle de marque va me permettre d'adopter une marque qui, au global, son nom, son identité visuelle incluse, soit puissante. Donc, Parfois, il y a l'identité voilà. sonore aussi. Identité sonore également, qu'on peut travailler avec des agences partenaires d'ailleurs. Ok. Nous, c'est un métier qu'on aime beaucoup aussi parce que c'est un peu un métier frère. Euh, J'avais rencontré une de tes amies justement à cet événement qui dirigeait ou qui travaillait, je sais plus, dans une agence d'identité sonore. C'était passionnant. Elle mm, m'avait raconté que le fameux tin, tin, ti, tin, ben, c'était eux et que c'était un peu comme Nomen, une agence qui avait un petit peu pignon sur rue, qui est aussi à taille humaine et qui, avec cette réputation faite sur 40 ans, fonctionnait très bien. Enfin, ça oui, avait l'air vraiment d'être sixième un métier son. passionnant. Sixième son. Voilà. Sixième son, on les salue, On les salue. voilà, qui ont ce métier, ce savoir-faire très, très fort. Mm. Nous, ce qu'on aime aussi, on aime, voilà, on a beaucoup d'agences partenaires. Hein, nous, on est spécialisé sur les noms, les mots, mais on travaille du coup également avec des agences spécialisées sur l'aspect plutôt visuel, qui travaillent les couleurs. Et on aime que les couleurs, le visuel, puissent compléter les messages que le nom ne communique pas. Parce que Mm. en quelques lettres, un nom ne pourra pas tout dire. Donc, on aura d'autres possibilités de communiquer autour de la marque à travers les éléments que tu nous cites. Et au moment de l'incarner, cette marque, Mm. qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous arrivez à aider ces dirigeants à prendre la parole, à raconter l'histoire, à donner envie, à fédérer, à embarquer, à attirer un peu la lumière sur cette marque? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les encourage, bien sûr,
à prendre la parole, à incarner, à partager leurs convictions. Après, je pense que c'est à société comme Ethos qui accompagne ces dirigeants, des dirigeants qui parfois, il faut bien l'avouer, n'en ont pas forcément envie. Et nous, voilà, au quotidien, on essaie de leur dire que cette acceptation va passer par leur capacité à convaincre et à persuader autour d'eux du bien fondé de leur projet. En fait, si je te dis ça, c'est qu'il y a des études récentes qui montrent que la confiance dans les personnes morales, donc les entreprises, a fortement chuté. Et que face à cette chute, les dirigeants, donc personnes physiques à la tête des personnes morales, doivent de plus en plus prendre le relais, incarner, humaniser, rassurer et faire comprendre aux consommateurs et à l'intégralité des partenaires, parce que ça peut être aussi des futurs collaborateurs, etc., que on est aussi des humains, on est un cabinet de taille moyenne, on est une grande entreprise familiale, et on a des valeurs, et le dirigeant, il y a une tête, on peut la voir, et il parle de manière claire, et il est sympathique, et quand il raconte l'histoire, on a envie de le croire. Je pense qu'on est vraiment dans une société où les liens sociaux sont en train de se rompre, et on peut pas juste, grâce à un site internet ou à une marque, se dire « Ok, c'est bon, j'ai confiance ». Je pense qu'il est temps d'incarner, de prendre la parole et d'expliquer aux gens pourquoi on fait les choix, pourquoi on s'engage. Et bon, voilà, là, j'ai un peu digressé, mais je suis convaincu de ça. Je suis tout à fait convaincue aussi. Et d'ailleurs, tu parles d'un dirigeant, mais moi, j'aurais presque envie aussi de pousser ces dirigeants à pousser leurs équipes à prendre la parole. Parce qu'en effet, une marque, c'est eux, mais c'est pas qu'eux. Ils ont bien raison. C'est aussi un collectif. Donc, leur manager, mais pas que, chacun pourrait, il me semble, prendre la parole pour incarner une marque. Si on est fier du projet, qu'on est fier d'y contribuer et qu'on considère que ce projet-là est utile, effectivement, devenir ambassadeur de son entreprise et de sa société, grâce à sa capacité à prendre la parole de manière claire, impactante, c'est hyper important. Et effectivement, on est beaucoup plus fort à plusieurs pour faire résonner parfois 10 000, 100 000 voix plutôt que juste un dirigeant qui peut s'époumoner dans tous les médias de la Terre. Ça ne fonctionnera pas aussi bien que le bouche à oreille. Je suis d'accord avec toi. La parole est un sport collectif. Est-ce que, avant de passer à la partie de leadership, je sais que tu n'avais pas trop envie d'en parler parce que tu es quelqu'un de très humble, mais moi, tu es quelqu'un qui m'inspire justement par ton empathie, ton écoute et ta douceur. Et je pense que tu prends un peu le contre-pied de ce qu'on peut voir classiquement des leaders forts qui doutent jamais. J'aimerais juste que tu nous racontes, avant qu'on vienne au leadership, je sais pas, une ou deux histoires de marques, tu vois, qui t'ont marqué, ou vous avez été très fiers avec ton équipe de travailler sur ces sujets, les enjeux que vous avez rencontrés. Si tu as le droit de donner des noms, parce que c'est bon, ce sont des marques qui sont ou passées dans le domaine public ou qui sont connues par tous. Je pense que ça intéresserait beaucoup les auditeurs de ce podcast. J'aurais envie de parler de deux marques. La première, c'est Mano Mano. Mano Mano, qui est une marque que je trouve hyper puissante et dont on est très fier à l'agence, parce qu'elle ne vient pas de la tête d'un créatif qui a travaillé en chambre de son côté. Non, elle vient d'un atelier de co-création. Est-ce qu'elle vient d'un créatif de l'agence? Est-ce qu'elle vient de l'équipe? En fait, on n'en sait rien. Et c'est ça aussi que je trouve très puissant dans cette marque-là. Elle vient de celles et ceux qui étaient là à ce moment-là quand on a travaillé sur ces ateliers de co-création de noms. Donc voilà, ça c'est un sujet que... Mano Mano, licorne quand même. Licorne. Une boîte valorisée à 1 milliard en France et dont le nom a été créé d'une manière un peu magique et mystérieuse par un travail collectif des équipes des équipes de Mano Mano et des équipes de Nomen. Qui s'appelait auparavant donc monéchelle.fr et qui avait avec un nom comme ça peu de chances de percer à l'international. Voilà, c'est une marque dont on est particulièrement fiers. Je voulais aussi parler peut-être de Vélib.
Voilà, une marque qui est quasiment iconique, hein, un des symboles de Paris, et qui provient de... Voilà, nous, quand on travaille en fait sur la création de noms, on ne choisit pas un nom uniquement, mais plusieurs noms qui correspondent et qui sont pertinents par rapport à la stratégie qu'on a fixée en amont. Ok. Et ce nom-là, Vélib, je dois te raconter que c'est pas forcément le premier nom de cette liste. Il a passé différents filtrages juridiques et il me semble que c'était le 4e ou le 5e de la liste. Ah ouais. C'est un repêchage complet. Vélib aurait pu s'appeler autrement et c'est le nom qui était voilà, le plus puissant juridiquement et le plus évident et c'est pour ça qu'il a été choisi. Donc c'est un choix de raison et parfois ces choix de raison peuvent créer des love brands. Est-ce que tu peux nous dire comment devait s'appeler Vélib alors? Je pense que ça, Non, c'est ça, vraiment... là, Ah, pour tu le peux coup, pas là, c'est confidentiel. Ah, donc, c'est dommage, ça aurait été trop rigolo. Bon, ok, super. Mano Mano, Vélib. On est en train d'achever cette première partie du podcast. La deuxième sera un peu plus courte, mais on a vraiment parlé des marques, de tout cet univers, du storytelling, de toutes les disciplines qui influent sur la créativité de tes équipes et de toi-même. Moi, ce que j'ai envie maintenant, c'est qu'on me parle du leadership. Parce que tu es une jeune maman depuis peu, tu es une jeune femme tout court, tu diriges une agence qui est internationale quand même, qui a créé des marques qu'on connaît tous et qui font partie de notre univers. Et comme je le disais juste avant, je trouve que tu dénotes avec ce qu'on pourrait imaginer dans le cliché du dirigeant. Pour te connaître un peu, peut-être qu'on racontera un jour la manière dont on s'est rencontrés, mais c'était assez fou dans cet immeuble du 18e où je perds mes clés, où carrément en fait tu me sauves. Je me retrouve en slip quand même avec mon ordinateur dans le couloir, bloqué, et tu m'as vraiment bien aidé. Tous les voisins qui nous aident avec la radio à essayer d'ouvrir l'appartement de ma mère, c'était assez dingue. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je te connais un peu, je te sais discrète, à l'écoute, avec une présence très calme. Je pense que là, les auditeurs du podcast, ils ont commencé à te cerner un petit peu. Comment est-ce que tu engages tes équipes? C'est quoi la signature de Nina pour donner envie aux gens de travailler avec elle, que ce soit en externe ou en interne? C'est vrai que cette notion de leadership, tu l'as dit, je ne suis pas forcément à l'aise. Moi, je connais chaque personne de mon équipe. On est 20, donc c'est assez facile. J'ai vraiment une relation, enfin pas intime, mais... Interpersonnelle. Ouais, interpersonnelle avec chacun. Tu connais le nom de tout le monde? Bah oui, je connais le nom de tout le monde, mais je connais leur personnalité. J'ai profondément confiance en chacun d'eux, et ça, je sais qu'ils le savent aussi. C'est pas une confiance aveugle, c'est une confiance consciente des efforts que chacun fait pour offrir la meilleure qualité de service à nos clients. Donc ça, c'est... Voilà, pour moi, ça part de là, en tout cas. Mais c'est vrai qu'au quotidien, je suis amenée à me remettre en question quand je vois ces étapes clés de changement de nom avec des dirigeants qui choisissent de convier leurs équipes, qui sont très à l'écoute, d'autres qui choisissent de convier leurs équipes, mais qui n'en font qu'à leur tête. Et ça peut être très bien parce que derrière, ils arrivent à les convaincre et à les embarquer. Il y a aussi des entreprises qui préfèrent travailler en huis clos et embarquer les équipes dans un second temps. Donc l'ouverture n'est pas toujours la bonne solution. Nous, ce qu'on aime faire, c'est accompagner les dirigeants, quelle que soit la culture de l'entreprise, et donner les meilleures astuces pour permettre une adhésion du plus grand nombre. Tu fais une excellente pirouette en ramenant le leadership de tes clients. Je t'en félicite, Nina. je vais revenir à la charge un tout petit coup. Tu me dis si tu arrives à répondre. Mais le fondateur de Nomen t'a choisi il y a quelques mois pour prendre sa suite et diriger cette agence.
Il aurait pu se tourner vers d'autres profils. Mm. Euh, Pourquoi est-ce que il t'a choisi toi, à ton avis? Bah, c'est ce qui était assez doux, je dirais, au moment de ma nomination, c'est que Marcel Botton, donc, qui a fondé cette agence, qui l'a dirigée, euh, qu'il aime, hein, cette agence, il a choisi de faire voter, je dirais, en tout cas de demander aux managers leur avis. Et donc, en fait, j'ai été nommée non seulement par Marcel Botton, mais aussi par les managers de l'agence. Donc, derrière, pour embarquer, c'est d'autant plus simple puisqu'ils m'ont choisi. Donc, Démocratie interne. voilà, ça a Bravo. été assez agréable à ce niveau-là. Et oui, je pense Ça que... t'a fait peur ou pas quand t'as nommé? Oui, oui, oui. J'étais complètement terrorisée. Mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que, encore une fois, moi, je suis arrivée là en stage. Nomen, c'est une belle maison, voilà, tu l'as dit, qui a créé de grandes marques. Et ça m'a fait peur dans le sens où j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Mais aujourd'hui, en tout cas, je me sens responsable du devenir de cette marque. Et j'ai envie de faire de mon mieux pour accompagner mes clients. À quoi ça ressemble, selon toi, le futur du leadership? Mm. Dans quelques années, je pense qu'il faut repenser la place de l'entreprise et de ses leaders dans la manière dont ils dirigent. Je parle, j'aboie les ordres, je suis plus fort et vous obéissez, ça fonctionne plus. Euh, à ton avis, c'est quoi le vœu que tu fais sur le futur du leadership pour notre génération et les générations qui suivront? En tout cas, ce que j'essaie de faire à l'agence, c'est de travailler sur l'atmosphère. L'atmosphère parce que dans le contexte dans lequel on est, si anxiogène, c'est alors pas forcément d'avoir l'agence avec la plus, je sais pas comment dire, mais l'idée c'est pas forcément d'avoir un baby-foot à l'agence, mais c'est de créer une atmosphère où chacun s'entraide, apaisée et stimulante à la fois parce que nous, c'est un métier voilà, où on a envie d'évoluer chacun personnellement, intellectuellement. Donc, tu es une jeune chef de village qui prend soin de tes équipes. Bravo pour ça. Mon côté loup-garou. Bravo d'être devenue cette femme-là. Quel conseil tu donnerais à la jeune Nina qui a, je sais pas, 10, 15 ans, qui cherche ce qu'elle a envie de faire plus tard? Je disais hier hier soir, une BD sur Clarisse Kremer, la navigatrice, qui s'est posé la question jusqu'à ses 30 ans de ce qu'elle voulait faire. Et qu'est-ce que tu lui dirais pour l'accompagner sur son chemin? Écoute, je lui donnerais le conseil qu'on m'a donné. J'avais pas 10-15 ans, j'avais plutôt 19-20 ans. J'étais en prépa littéraire et j'ai ma professeure de lettres qui est devenue une amie, Isabelle Mimouni, qui m'a donné, qui avait l'habitude de répéter cette phrase de Samuel Beckett, fail again, fail better. Et moi, voilà, c'est une phrase qui m'accompagne au quotidien. Je me dis que même quand on n'y arrive pas, il y a peut-être un succès futur qui se cache derrière cet échec. Et voilà, je trouve que ça nous aide aussi dans les moments qui ne sont pas toujours faciles de dirigeants d'entreprise. Fail again, fail better. Samuel Beckett. Très chouette. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as envie de prendre la parole sur un sujet en particulier? Tous les invités de ce podcast ont une carte blanche. Vous pouvez raconter absolument ce que vous voulez à nos auditeurs et à chaque fois, ça fait des découvertes assez sympas. La parole est à toi, Nina. J'aurais envie de parler, on parle d'Isabelle Mimouni. Cette femme, elle a fondé un concours des jeunes écrivains de prépa littéraire. Parce que quand on est en prépa littéraire, on aime les mots, on est créatif et pourtant on est noté, évalué sur notre esprit de synthèse uniquement.
et sur voilà, la capacité à disserter. Et elle a créé voilà, ce concours qui promeut la créativité de ces jeunes écrivains en herbe. Et voilà, Nomen soutient cette initiative depuis de nombreuses années maintenant, parce qu'on croit en la créativité de ces jeunes, on croit en la beauté de la langue française, et voilà, on pense que c'est aussi la place de l'entreprise passe par l'engagement de cette dernière pour des sujets qui lui tiennent à cœur. Donc voilà, j'aurais envie de partager ce concours, que j'invite chacun à aller découvrir en première ligne. La dernière question que je pose à tous mes invités, Nina, c'est quelle est ta définition de l'éloquence ? Alors, ma définition de l'éloquence, je pense que ce serait... j'avais pas... T'avais pas pensé. J'avais pas anticipé cette question, mais pour moi, hein, l'éloquence, c'est une prise de parole qui correspond intimement à ce qu'on a envie de partager à l'autre. Parce que voilà, on pense beaucoup à la façon dont on s'exprime, quels mots on va employer, quelle attitude on va avoir. Mais finalement, ce qui me paraît être au cœur de l'éloquence, c'est l'autre, en fait, le message qu'on a envie de lui délivrer. Nina, un grand merci pour ton temps. Merci pour toutes ces réponses et cet univers dans lequel tu nous as emmenés, l'univers des marques. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de santé. J'espère que ta fille va bien se porter, qu'elle va faire ses nuits. Prends bien soin de toi et merci encore. Merci Samuel, merci pour ce moment, parce que c'est voilà, toujours un plaisir d'être avec toi et de voir aussi la façon dont tu me sembles si épanouie dans ce métier. Et ça, on n'en a pas parlé, mais ça me semble important aussi, l'épanouissement voilà, des collaborateurs, mais aussi des dirigeants qui ont de lourdes responsabilités parfois sur leurs épaules. Merci Nina. Salut. Salut. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. L'ensemble du cabinet Ethos et moi-même, nous tenons à votre disposition si vous souhaitez gagner en confort et en impact à l'oral. Et n'oubliez pas, sans plaisir, pas d'excellence. Go Ethos!